rue. Place la comédie, les musiciens autour de la fontaine. La paillade, un couteau sort pendant la partie de pétanque. Et dans ma tête, un air de Brassens. Place l'Acadie, on voit l'église Saint-Germain. Place de la Concorde, la CSR fouille la foule. Place du Pont-Neuf, on vend des cachets sous le cheval d'Henri IV. Et dans ma tête, un air de Piaf. La patrie qui me fonde est loin d'être vue d'ici. L'image d'un grand russe dans un train à Paris. La patrie, ma fondation, belle à notre diffère depuis les plaines d'Abraham. Bonjour, bonjour, Halifax. Vous écoutez bien La Patrie, comme la chanson d'ouverture le dit bien. Et aujourd'hui, on a encore avec nous en studio Robert Williams qui va nous faire un bel exposé historique aujourd'hui. On parlera un peu de Frontenac. Et plus tard, on va avoir JP encore qui va nous appeler. Je suis pas trop sûr de quoi il va nous parler aujourd'hui. Comme chaque fois, on n'est pas trop sûr de quoi il va nous parler, mais il nous amène toujours un sujet très, très, très intéressant. Alors, restez à l'écoute. On a une très, très belle émission aujourd'hui. On va finir la toune aujourd'hui, juste pour faire ça un peu différent. Alors, on se revoit dans quelques secondes. Ma fondation, belle à notre diffère depuis les plaines d'Abraham. Après l'avenue Champlain, un obsédé de valeur dans un champ perdu. Tourne à droite, tourne à gauche, l'hôtel doit pas être loin. Et dans ma tête un air de Butler. La patrie qui me fonde est loin d'être vue d'ici. L'image d'un grand russe dans un train à Paris. La patrie, ma fondation, belle à notre diffère depuis les plaines d'Abraham. La patrie qui me fonde est loin d'être vue d'ici. L'image d'un grand russe dans un train à Paris. La patrie, ma fondation, belle à notre diffère depuis les plaines d'Abraham. Bon, alors pour ceux qui se demandaient, ça c'est la chanson La Patrie qui ouvre notre émission à chaque semaine, qui est composée par Boudreau Vanier. En tout cas, alors aujourd'hui, on va s'y prendre à un autre grand personnage de notre histoire canadienne-française, et on va s'y prendre à Louis de Bade de Frontenac, aussi dit, on le connaît sous simplement Frontenac. Il y a le métro Frontenac, il y a des Frontenac un peu partout au Canada. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, je parlais avec Robert avant l'émission, et puis Frontenac n'est pas aussi honoré que ce que je pensais. Alors, on va faire un peu l'inverse. D'habitude, on prend un personnage de l'histoire canadienne qui est un peu peut-être méconnu et qui devrait avoir plus de reconnaissance, mais cette fois-là, c'est Frontenac qui est reconnu. Moi, à l'école, quand j'étais à la petite école, Frontenac, c'était vraiment un héros. C'était vraiment un grand personnage de notre histoire qu'on devait passer du temps pour apprendre. Et puis, en fait, compte, ce que tu es en train de nous dire, Robert, c'est que c'était pas vraiment le cas. Alors, bienvenue encore à la patrie. Robert, raconte-moi ça un peu de ton histoire de Frontenac. On commence où avec ça? Je pense qu'on devrait commencer avec sa réputation aujourd'hui. Comme tu as dit, Frontenac, il est très reconnu ici au Canada, surtout. Il y a le Château Frontenac à Québec que personne ne peut manquer. Il y a une équipe de hockey, les Kingston Frontenac, qui est nommée après lui. Il y avait même une base militaire canadienne en Afghanistan qui s'appelait base Frontenac. Et dernièrement, à Ottawa, il y a une statue au monument des Valeureux
Frontenac est là. Alors, il est vraiment reconnu, là. C'est quelqu'un reconnu. Mais comme tu as dit, si on fait un peu de recherche, on commence à se poser des questions. Peut-être c'est pas quelqu'un qui nécessairement mérite la reconnaissance, que probablement c'est lui-même qui a commencé ça. Alors, il est un peu comme Donald Trump. J'avais pas pensé. Il fait sa propre promotion. Absolument. Dans ce cas-là, oui. Mais juste pour nous donner où on est, il est né en 1622. Il vient ici en Nouvelle-France en 1672. Alors, il y a déjà 50 ans. C'est pas un homme, c'est pas un jeune homme. Il arrive en 72 puis il reste à 82. Pendant ce temps-là, il n'était pas un grand succès. C'est quelqu'un très obstiné, quelqu'un qui se pensait que c'était à lui tout le pouvoir. Il s'entendait pas bien avec les autres dirigeants de la communauté, surtout l'Église catholique, mais aussi les marchands de la ville. Et finalement, il s'est fait rappeler par le roi en 1682 à l'âge de 60. Ah, OK. Alors, lui, Frontenac, on va dire, il est en Nouvelle-France. Là, c'est le grand départ. Ça commence la traite de la fourrure et tout ça. Si on veut vraiment commencer, si on va voir un peu la tendance chez Frontenac, il faut retourner à sa jeunesse en France. Éduqué en France. Oui, né en France, éduqué, on n'est pas trop certain où, mais c'est sûr et certain qu'il était bien éduqué. C'est quelqu'un qui sait très bien comment écrire. Mais il entre dans l'armée, il est toujours adolescent. OK. On est en plein milieu de la guerre de 30 ans. Mais malheureusement, Frontenac s'est fait blesser gravement son bras droit, selon ce qu'on chasse, c'est mutilé. Ce que lui-même a dit, il ne peut pas l'utiliser, mais déjà, on voit la première incertitude chez Frontenac. On sait que Frontenac n'était pas gaucher. OK. C'était droitier et même après qu'il avait son bras droit mutilé, il a pu continuer à écrire toute sa vie. Alors déjà, peut-être ceci, c'est la première indication que c'est quelqu'un que peut-être il y a un peu d'exagération. Ambidextre, peut-être? Peut-être. En tout cas, il est obligé de retourner en France après qu'il s'est blessé. Et là, comme beaucoup de nobles à ce temps, l'important, c'est de pouvoir vivre selon ton statut social. OK. Qui prend beaucoup, beaucoup de cash. Et comme beaucoup de personnes à ce temps, on ne veut pas travailler pour notre argent, on va se marier. OK. Alors, lui, il se marie avec une femme très, très, très riche et aussi une femme qui était reconnue pour sa beauté, Anne de la Grange. On n'est pas trop certain si c'était la vraie amour entre les deux. Mais en même temps, ça, c'est pas trop bizarre. Mais son plan de gagner du cash n'a pas réussi parce que la père d'Anne était si fâchée avec elle pour avoir se marié avec Frontenac, un soldat blessé, pauvre, qu'il a rejeté, il a enlevé sa femme, sa fille, de sa héritance. Alors, il y a carrément pas d'héritage pour elle parce qu'elle a marié Frontenac. Ouais. Et le père, évidemment, mais le père était pas content parce que c'était pas de son statut. Exact. OK. Alors là, je comprends. Alors, Frontenac, c'était ça. Alors, là, c'est pas si mal. Ça fait une petite histoire un peu Roméo et Juliette, là. Ça se peut. Oui. Alors là, encore, Frontenac a ce problème. Il faut que je trouve de l'argent. Non seulement est-ce qu'il a besoin de l'argent, mais Frontenac, c'est quelqu'un qui aime ça vivre. C'est un bon vivant à l'extrême. À l'extrême. À l'opulence, peut-être, un peu? Une opulence qui renommée. On m'a jamais dit ça à l'école, ça. Si on veut faire un bon party, il faut inviter Frontenac. C'est sûr et certain. Probablement à cause de ces dettes qu'il faut qu'il commence à payer, ou peut-être c'est pour les éviter, on n'est pas certain. Apparemment, à ce point, il y avait une loi que si tu es parti de la France en service à ton pays, si tu es en dette, la banque ne peut pas venir te chasser. Alors, tu es protégé de ta dette. Il y a beaucoup de personnes qui disent que peut-être Frontenac s'est rentré une deuxième fois dans le militaire
pas pour la gloire, pas pour vouloir faire de quoi, mais simplement pour éviter la dette. Pour éviter ses de payer créanciers. les dettes. Alors, on le recherchait, ses créanciers le recherchaient. Lui, il est allé se cacher dans l'armée. Oui, exact. Alors, en premier, il s'en va en Crète, mais ça va très mal à Crète. Puis rapidement, il s'est fait rappeler. Et là, probablement pour débarrasser de lui, Frontenac est envoyé finalement en Nouvelle-France en 1672 à l'âge de 50 ans. Alors, c'était pas vraiment comme on s'imagine avec des grandes pompes et tout, ce qu'on dit, ben voilà le fils de la France qu'on envoie en Nouvelle-France pour expandre. Et c'était vraiment juste là. Ouais. Et puis, bon, c'était la personne la plus pratique à envoyer. Même, on peut questionner s'il était trop pratique. C'était plutôt on veut te débarrasser de lui. Alors, la Nouvelle-France, c'est une bonne place à l'envoyer. Mais c'est important à noter ici, c'est à ce point-ci que Frontenac commence cette correspondance avec sa femme, qui est reconnue même aujourd'hui par les historiens de l'histoire canadienne comme une des sources primaires les plus importantes. OK, mais on parle toujours d'Anne de Lagrange. Anne de Lagrange. Alors même, il y a toujours une question si c'est vraiment un vrai amour entre les deux. Mais en premier, n'oublie pas, à ce temps, c'est pas quelque chose qu'on faisait. Se marier pour l'amour, c'est pas l'habitude. Mais de toute façon, c'était une équipe et tous les deux se travaillaient ensemble pour faire certain que Frontenac s'est pas fait oublier dans le cours du roi. En même temps que n'importe quoi que Frontenac fait, c'est toujours démontré d'une façon positive. OK. Alors, pour elle, c'est à son avantage aussi. Absolument. Que son mari reste avec prominence. Absolument. Dans la cour du roi. Parce que elle, bon, dans ce temps-là, tu t'es rattaché à ton mari. Et puis, les deux, en fait compte, leur réputation était interliée. Oui. OK. Oui. Alors là, Frontenac, il est envoyé en Nouvelle-France comme un peu... pour se débarrasser, comme un enfant que tu veux sortir de la maison. Là. Oui, oui. Et puis là, ben, ça va commencer un peu ses périples en Nouvelle-France. Oui. Alors, ce qu'on va faire là, on va prendre une petite pause musicale, puis on vous revient après, puis on continue cette histoire, en fait, compte, qui est très intéressante, parce que moi-même, j'en apprends. Comme je vous dis, Frontenac, pour nous, ça a toujours été un grand personnage de l'histoire, mais on n'a jamais vraiment trop creusé dans Frontenac, surtout le fait qu'il a quitté la France à cause qu'il était endetté, et puis en fait compte, c'est sa femme qui le soutient. Alors, quand on pense aux hommes de ce temps-là, c'était pas quelque chose qui était extrêmement honorable à faire. Alors, on va revenir puis voir comment ça se passe en Nouvelle-France. En attendant, je vais vous faire jouer du Daniel Lavoie. Daniel Lavoie qui est un chanteur très, très, très populaire canadien-français. Et puis, si vous ne saviez pas, beaucoup de monde, quand je leur demande d'où vient Daniel Lavoie, il y en a qui me disent qu'ils pensent qu'ils viennent du Québec. Il y en a qui pensent qu'ils viennent du Nouveau-Brunswick. Mais en fait, Daniel Lavoie est un franco-manitobain. Il vient d'une communauté francophone, je pense, ça s'appelle Dunray, et puis il était au collège de le Boniface, et puis il vient, c'est un franco-ontarien, franco-manitobain, tu vois, même moi j'ai fait l'erreur. Et puis on va écouter sa chanson qui était très populaire, qui s'appelle « Je voudrais voir New York », et à chaque fois que j'entends cette chanson-là, à chaque fois, j'ai le goût de quitter et d'aller prendre un voyage. J'ai jamais vu New York. J'ai souvent New York dans la tête. Je n'ai jamais vu Rio qu'un pain de sucre sur les cartes photos. Je n'ai jamais vu Bangkok. Mais sur tes lèvres, il y a des parfums de Chine. Je n'ai jamais vu New York. J'ai jamais vu Delhi, j'ai rêvé aux plaines du Crète. Je n'ai jamais vu Bali, comme une flûte qui hante lointaine. Je n'ai jamais vu Jara, mais il y a du Sahara dans ton souffle. Je n'ai jamais vu New York. Coule-moi au fond de toi. Coule-moi, que je vois le feu qui brûle
n'ai jamais vu Rio, je ne voyage qu'en m'alpement. Je n'ai jamais vu Jara, mais dans ma tête y a un lion qui gronde. Je voudrais voir New York. Et maintenant, il y a beaucoup plus de gens qu'avant. Imaginez si juste la moitié voulait devenir président. Des milliards de bouches à nourrir, des milliards de besoins, de désirs. Ça prendra énormément de bois, des tonnes d'acier, de verre, de cuir. Il faudra un jour légiférer sur ce droit que nous avons tous de se réaliser. Quelques rêves se réalisent, la plupart sont oubliés. Trop peu de gens ont des valises pour même rêver de voyager. Coule-moi, coule-moi au fond de toi. Coule-moi, que je vois le feu qui brûle en toi. Je n'ai jamais vu Rio, je ne voyage qu'en m'alpement. Je n'ai jamais vu Jara, mais dans ma tête y a un lion qui gronde. Je voudrais voir New York. Alors, quelle belle chanson. En fait, compte, ça te donne le goût d'aller voir New York, n'est-ce pas? Si vous aimez Daniel Lavoie, je suggère là, ses collaborations qu'il a faites plus tard dans sa carrière dernièrement. Là, il y a de très, 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 très belles collaborations. Alors, on retourne dans l'histoire. On passe à travers Daniel Lavoie et puis on retourne à Frontenac. Alors, où c'est qu'on a arrêté là? Frontenac est en Nouvelle-France. Là. Il vient d'arriver en Nouvelle-France. Il vient d'arriver. Ouais. Et là, ils se sont débarrassés de lui. Bon, débarrassés de lui d'une manière ou d'une autre, mais disons qu'il n'est pas venu ici en grand héros. Non. Sur son cheval et sur son bateau. Ouais. Mais il est venu ici un peu pour se cacher de ses créanciers. Oui. Et à ce point, la Nouvelle-France, c'est pas un grand succès. Alors, OK. Être envoyé en Nouvelle-France, c'est pas une promotion. C'est un peu le goulag. Ouais. alors, Frontenac arrive et comme quelqu'un qui est très sûr de lui-même, il pense que lui, comme gouverneur général, il a tout le pouvoir. En réalité, c'est pas le cas. À ce temps, les postes, le pouvoir est divisé en trois. On a l'intendant, qui est un peu le comptable de la colonie. C'est lui qui est responsable pour l'économie. OK. On a le gouverneur général qui est responsable pour la direction civile, l'administration de la colonie. Et dernièrement, on a le chef militaire ou simplement un général qui est là pour la défense. Mais Frontenac dit que lui, comme gouverneur général, c'est lui qui a le mot final en tout. Pour un gars qui n'est pas bon dans les finances, là, ça n'a pas l'air que ça va aller bien. Là. Absolument, tu l'as eu. Alors, Frontenac arrive, puis tout de suite, pour démontrer un peu son importance et comment il est prêt à tout faire pour voir que c'est toujours lui qui gagne, Oui. tout de suite, des conflits commencent. En premier, pour commencer, on voit ici des couples de choses qu'il a faites. Il lance un des greffiers du cours aux prisons. Alors, c'est lui qui Le greffier, c'est qui prend des notes. Exact. Les notes officielles. Les notes officielles, il ouais. est lancé aux prisons. Il exile un juge. Et il commence à accuser les prêtres, les jésuites puis les récollettes de vouloir commencer une théocratie en Nouvelle-France. Alors tu à ton avis, si tu regardes ça historiquement, tu vois ça un peu comme un abus de pouvoir ou...
Je pense qu'à un certain point, oui. OK. C'est un homme déterminé. Puis, encore une fois, c'est là où on a une certaine admiration, je pense, pour Frontenac aujourd'hui. Même si, comme je suis en train de vous expliquer, que ce n'était pas nécessairement un grand succès, il faut quand même, on ne peut pas s'arrêter de l'admirer pour sa confiance. Ah, et puis il est déterminé, il était dur. Oui. OK. Alors, c'est à un certain point, je peux dire que je ne dis pas que c'était un grand succès, mais comme personnage historique, je l'aime. OK, oui, ben c'est ça. Il est un disciplinaire. Oui. Alors Frontenac, ça va mal avec l'intendant, ça va mal avec l'Église catholique, qui a une très grande importance dans la nouvelle colonie. Et là, il décide que, probablement aussi pour pouvoir payer ses dettes, il veut entrer dans la commerce de fourrure. Ah, OK. Qui, lui, comme gouverneur général, il est interdit de le faire, mais à un certain point, tout le monde attendait ça. Il y a un certain niveau de corruption qui est acceptable. Frontenac, cependant, change tout. Parce que c'est lui qui va commencer l'expansion vers l'ouest. OK. Un des succès qu'on peut donner ou des réussites qu'on peut donner à Frontenac, c'est que c'est lui qui a vraiment élargi la Nouvelle-France. Et on sait tous la carte qu'on a vue où la Nouvelle-France, ça commence à Québec, ça descend en Louisiane, Oui. puis ça monte aux montagnes rocheuses dans l'ouest. Oui. Ça, c'est probablement grâce à Frontenac. Parce que je pense qu'il y a même un fort Exactement. à Kingston. C'est ça. Alors, c'est ça la première chose qu'il fait. Mais avant ça, la pensée en France pour la croissance de la Nouvelle-France, c'est qu'on veut, on veut bien développer la petite colonie de la Nouvelle-France avant qu'on commence à penser même d'élargir la communauté. OK. N'oublie pas, il y a toujours une grande guerre avec les Iroquois. Oui. En plus, il y a la Nouvelle-Angleterre au sud. Alors, c'était une colonie très, très, très fragile. Mais voici Frontenac qui arrive. Il provoque le désordre dans la gouvernance quotidienne de la colonie. Et là, il décide qu'il va commencer l'expansion vers l'ouest. OK. Avec le fort qu'il a construit à Kingston. C'était vraiment un poste de fourrure. Et encore une fois, pour montrer un peu son estime en soi, quand il faut chercher un nom pour ce fort-là, qu'est-ce qu'on va l'appeler? Le fort Frontenac. Ah, le fort Frontenac. Ouais. Alors là, il se descend. Là, Kingston, c'est un peu, c'est sud-ouest un peu pour lui. Ouais. Alors là, les Anglais sont où, là, exactement? Ils sont juste en Nouvelle-Angleterre? Ben, Maine, c'est le début de la Nouvelle-Angleterre. OK, c'est ça. OK. Alors, tout de suite, les Iroquois sont pas mal fâchés avec ceci parce qu'eux autres, en effet, ils venaient juste de signer un traité de paix avec la Nouvelle-France. Et l'idée, c'était que les Iroquois allaient devenir un peu les commerçants entre les fourrures dans l'Ouest et la Nouvelle-France. OK. Mais voici Frontenac qui dit quasiment, non, on n'a pas besoin de vous autres. On peut faire ceci avec nos propres postes de fourrure. Alors, les Iroquois, tout de suite, se fâchent à cause qu'ils voient ça comme c'est une abrogation de la traité. Les Anglais se fâchent parce qu'ils voient que c'est la France qui veut commencer quelque chose. Oui. Et dernièrement, les marchands à Montréal se fâchent parce que pour eux autres, avant le fort Frontenac, Montréal, c'était la plus à l'ouest de la colonie. Alors, c'est eux autres qui gagnaient tout l'argent de la colonie. OK. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est que le fort Frontenac, qui est maintenant Kingston, en Ontario, ouais. Les fourrures avant ça se faisaient marchander jusqu'à Montréal, mais maintenant, ils peuvent être marchandés à Kingston, au fort Frontenac. Ouais. Donc, les marchands de Montréalais sont carrément coupés d'entreprises. Oui. Ouais, ben là, c'est sûr que en plus, là, on parle de l'argent, là, ça devient sérieux. Oui. Et finalement, le dernier coup, c'est que la compagnie de la baie d'Hudson arrive dans la baie. Oui. Et maintenant, c'est vraiment, tout le monde se panique un peu. Okay? Alors, à cause de tout ceci, Frontenac est obligé de se retourner en France ou pour répondre à l'accusation qu'il est en train de détruire la colonie. Alors, ça, c'est la fin de son premier mandat comme gouverneur, qui est terminé en 1682. Alors, il y a eu 2 mandats. Oui. OK. Alors, son premier mandat, tu me dis que c'était pas un énorme succès. Non. Mais quand même, il a fait une expansion de la colonie, ouais. Puis il a été capable de complètement chambarder la traite de la fourrure
où ce qui lui-même, en fait compte, est en train de dicter un peu comment que le commerce devrait être trafiqué. Oui, ben il le commence. On ne peut pas dire qu'il a réussi. OK. Alors, et peut-être c'est là le problème. Et c'est pour ça, probablement, finalement, qu'il faut qu'il retourne parce qu'il provoque beaucoup de personnes. Il est en train de faire beaucoup d'ennemis avec ce fort-là. Et c'est le roi Louis XIV qui lui rappelle. Et disant, c'est temps maintenant de venir répondre à ces accusations-là. OK. Alors, on va arrêter. On va prendre une autre petite pause là. Okay. Frontenac, il retourne en France pour faire face à ces accusations. Et puis, bon, ben, j'imagine que quand on va revenir, on va parler de son deuxième mandat. C'est ça. Et sa grande défense de Québec. Et sa grande défense de Québec. C'est de ça que moi, je me rappelle. Comme la vignette d'histoire nous le dit. Ouais, c'est ça. On en parlera tout à l'heure. Alors, j'ai trouvé qu'une bonne chanson appropriée, c'est Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland, un grand chansonnier québécois. Pas besoin d'introduction. Lui, il est avec Gilles Vigneault et toute ce gang-là. Il est vraiment quelqu'un de très grand. Et puis, il a fait une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Petit Roi, qui est drôle, qui est un peu comme Frontenac, lui qui se pense un peu plus prominent qu'il l'est en réalité. Alors Frontenac, c'est un peu un petit roi qui arrive ici, puis il se prend plus pour un petit roi que vraiment un gouverneur. Mm-hmm. Alors on écoute ça, puis on revient tout de suite après. Et dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux et laids. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. Et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Les bouts de gomme sont tout à fait lents. Les bouts de gomme sont tout à fait lents. Comme un loup qui viendrait au monde une deuxième fois dans la peau d'un chat. Je me sens comme une fontaine après un long hiver et j'en ai l'air. J'ai laissé ma fenêtre ouverte à sa pleine grandeur et je n'ai pas eu peur. Dans mon âme et dedans ma tête il y avait autrefois un autre que moi. Plus l'amour de la même manière et je ne sens plus ma peau me peser comme avant. Les bouts de gomme sont tout à fait lents. Les bouts de gomme sont tout à fait lents. Tu diras aux copains du coin que je ne reviendrai plus, mais n'en dis pas plus. Ne dis rien à Marie-Hélène, donne-lui mon chat, elle me comprendra. J'ai laissé mon jeu d'aquarelle sous les bancs de bois, c'est pour toi. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois comme un petit roi. Bon, ça c'était Le Petit Roi de Jean-Pierre Ferland. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu celle-là. Je suis très, très content d'avoir fait jouer. Alors, on va laisser faire Ferland pour l'instant.
Et puis, on va continuer à parler de Frontenac et de son deuxième mandat. Alors là, on a parlé de son premier mandat. Il nous reste une autre 20 minutes avant qu'on appelle JP. Donc, je pense qu'on est capable de passer à travers son deuxième mandat, qui est celui qu'on connaît tous. Oui, c'est là que vraiment il va gagner sa réputation. Mais juste avant ça, une autre bonne anecdote de Frontenac, c'est que pendant ce temps-là qu'il est en France, il doit faire face à ces accusations-là. Exact. Il y a un grand tribunal et M. Chanceux, à la fin, oui, il est trouvé coupable, mais c'est pas juste lui, c'est tout le monde. Alors, un peu la blâme pour la maldirection de la colonie, c'est partagé entre l'intendant, la militaire, les prêtres. Alors, Frontenac a pu s'échapper un peu de l'accusation que c'est tous à cause de lui. Alors, en fait, compte, lui, c'est un peu... Il blâme l'entreprise de la nouvelle colonie, comme un fiasco un peu qui était mal géré, puis que tout le monde a de la part là-dedans. Ah, c'est une bonne défense, ça. Oui. Et finalement, il dit, s'il te plaît, donne-moi la chance d'y retourner, puis je promets, je vais faire mieux. Ah, il va réparer ses erreurs. Oui. Alors, et finalement, c'est quand la date? En 1689, maintenant à l'âge de 67 ans, OK, wow. Frontenac est nommé encore une fois gouverneur général, probablement encore une fois pour débarrasser de lui, parce que la guerre commence encore une fois entre l'Angleterre et la France. Voilà, c'est la guerre de la succession autrichienne. Et on veut probablement débarrasser de lui. Alors, on va lui envoyer en Nouvelle-France. Est intéressant, Robert Williams, que cette guerre-là s'appelle aussi King William's War. Hein? Alors, en tout cas, je voulais juste mettre ton nom là-dedans. OK. Alors comme Frontenac, il revient en Nouvelle-France disant qu'il va faire mieux cette fois-ci. Et pour démontrer un peu comment il a appris de ses erreurs, il arrive à Montréal et c'est quoi la première chose qu'il fait? Il lance le fils de l'intendant en prison. Alors, ça semble pas que... La minute qu'il est arrivé ici en Nouvelle-France, c'est comme il a oublié tout ce qu'il a dit. Il recommence. Oui, ça recommence. En même temps, avec cette guerre, Frontenac, quelqu'un toujours très ambitieux et très sûr de lui-même, décide que c'est temps de préparer pour une défense contre des Anglais. Okay. Et à cause de son construction du fort Frontenac, ça fait un peu de temps maintenant, mais les Anglais en Nouvelle-Angleterre voyaient la Nouvelle-France comme une cible facile. OK. Il n'y avait pas de grande défense. C'était une colonie. C'était pas de grand succès économique que la Nouvelle-Angleterre était. Alors, pourquoi pas? Alors, ils décident qu'ils vont faire une attaque par deux approches. Un par terre, où ils vont attaquer à Montréal. Okay. Et l'autre en bateau, en montant la fleuve Saint-Laurent à Québec. OK. Comme ça arrive souvent chez les attaques de la Nouvelle-Angleterre envers la Nouvelle-France, par terre, ça ne fonctionne pas et la maladie détruit l'attaque. Alors, c'est même pas arrivé. Frontenac, il apprend de ce nouvelle-là. C'est une bonne nouvelle pour lui parce que maintenant, il peut prendre tous les soldats qu'il a dû diviser entre Montréal et Québec. Il peut l'amener tous à Québec. Il ramène tout le monde à Québec pour défendre Québec. Oui. Et les Anglais, ils n'arrivent pas avant octobre 1690. Alors, l'hiver commence. On est en bateau. Tout le monde sait que bientôt, la glace va commencer. En fait, ce qui est intéressant avec la Nouvelle-France, c'est si tu regardes les stratégies d'attaque et de défense, c'est toujours par rapport aux saisons. Hein? Absolument. Et même à ce temps-là, le Québec, la ville Québec, c'était vu comme le Gibraltar des Amériques. OK. Alors, c'était un peu la connexion, le point d'entrée. Absolument. Ben, si tu peux pas, si tu contrôles pas le Québec, la ville de Québec, tu contrôles pas la Nouvelle-France et même l'Amérique du Nord. Intéressant. Alors, les Anglais arrivent, puis comme c'est la tradition, on envoie quelqu'un pour aller demander si les Français veulent se soumettre. Ah, là, on commence à jogger ma mémoire. Oui. Alors, le messager anglais arrive dans le fort et dans le petit film de Historica, on voit une petite bataille qui commence, mais ça, c'est sûr et certain, ça, c'est pas arrivé. Où est-ce qu'ils se sont avec les mousquets, là, puis mon général! Alors, c'était le général Phipps.
Quelque chose de même. Ça, je suis pas certain. Non. Non, moi, je pense juste à l'Historia, à la vignette. Là. On va t'écouter, toi, parce que je pense que toi, tu as la version officielle. Là. Okay. En tout cas, quand les Anglais lui offrent la chance de se soumettre avec honneur, Frontenac répond avec sa ligne classique « Je n'ai point de refus à faire à votre général qu'avec la bouche de mes canons et à coups de fusil. » Alors, il dit ça. « Je vous répondrai que par la bouche de mes canons. » C'est un bon politicien, hein? Parce que ça, aujourd'hui, si ça serait Donald Trump, ça aurait fait la première, ça. On va pas lui dire. Les Anglais sont complètement surpris par ceci. Ça semble que peut-être Frontenac a quelque chose que les autres ne savent pas. En même temps, l'hiver s'approche, la glace commence à se former sur les côtes de la fleuve et très, très, très vite après ça, les Anglais quittent. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est ce que tu avais dit au début. Comment que même s'il était un peu plein de lui-même, un peu où ce qu'il se pensait plus fort qu'il était, mais ça, je pense que cette démonstration de confiance, surtout face à une attaque par les Anglais, peut-être que ça l'a aidé dans ce sens-là, parce que les gens ont dit, ben là, écoute, ce gars-là, il a de l'air tellement confiant, il a de l'air tellement sûr de lui, que pour eux, ça leur a dit qu'il doit avoir quelque chose de préparé, il doit être capable de défendre Québec. Absolument. Et malgré le fait que je suis en train, peut-être un peu, on met trop l'emphase sur les faiblesses de Frontenac, je ne dis pas qu'il ne mérite pas sa place dans l'histoire canadienne. Mais c'est sûr et certain, comme ligne, comme citation historique, c'est un des meilleurs dans l'histoire canadienne. Ouais. Et puis même à travers le monde, ça pourrait être utile n'importe où. Tu réponds, là, non, je ne répondrai que par la bouche de mes canons. J'adore ça. Alors après ceci, c'est vraiment c'est le début de la fin, le déclin de Frontenac, qui est vieux homme maintenant. Il continue avec sa tradition, de sa réputation pour faire la fête. Chaque fois qu'un bateau arrive avec des nouveaux arrivés de la France, c'est toujours la grande fête. Des feux d'artifice, on va faire des services religieux. Il aime ça faire le party. À part ça, il continue avec l'expansion vers l'ouest. La commerce de fourrure, ça continue, ça devient de plus en plus important. En partie probablement pour que Frontenac peut finalement commencer à payer ses dettes. Et la dernière chose que lui, il fait, c'est qu'une dernière guerre contre les Iroquois. Alors, les Iroquois, si je rappelle tout le monde, ils ont signé un traité avec les Français, mais là, ils se fâchaient avec la construction du fort Frontenac à Kingston. Alors, ils ont... Mais à travers tout ça, une fois que les Anglais se sont quittés, Frontenac peut concentrer sur les Iroquois, qui sont maintenant beaucoup plus affaiblis, en partie des maladies comme la peste ou la variole. Ils ont amené tout ça avec eux, les Européens. Deuxième, ils sont tellement occupés avec la commerce de fourrure, c'est tellement profitable pour eux, ils n'ont pas vraiment le temps d'aussi faire la guerre. Alors, Frontenac prend cette opportunité-là pour attaquer les Iroquois. Alors, il quitte Québec avec un peu plus que 1000 soldats pour la cherche vraiment des Iroquois. Il ne trouve aucun. C'est une grande marche dans les bois. Frontenac lui-même est si vieux et si malade à ce temps qu'il doit être porté dans une chaise. Je veux dire, pour dire 76 ans, là, dans la Nouvelle-France, pendant les colonies, là, c'est rare. C'est maintenant 72 ans. 72 ans? 72 ans, oui. Alors, il revient de ce voyage-là disant que maintenant, j'ai amené la paix à la colonie. La menace anglaise, j'ai réglé ça. La menace des Iroquois, ça, c'est fini. Les Iroquois comme menace à la colonie de la Nouvelle-France, ça aussi, c'est fini. Alors, Frontenac peut vraiment s'asseoir dans sa chaise digne chez lui en disant j'ai fait mon travail. Ben, il l'a fait un bon... En fait, ce que moi je trouve intéressant, c'est que les fautes qu'on trouve à Frontenac, c'est un peu plus des fautes de tempérament ou de caractère un peu où il est endetté, ça mal parti, puis il aime faire la fête. Mais quand il prend des décisions, c'est des décisions fermes. C'est des décisions fermes, mais c'est aussi des décisions chanceuses. Tu penses qu'il était chanceux? Ben, ça c'est pas pour nier son importance ni son succès, mais c'est quelqu'un qui il a pu manipuler le temps pour lui-même. Ça, peut-être on peut le dire comme ça. Moi je vois ça, là, puis je me dis, là, je le répète encore, il aurait fait un excellent politicien dans notre système aujourd'hui, justement parce qu'il était capable de faire premièrement ses citations, deuxièmement la manière, parce qu'en faisant la fête comme ça, je suis sûr que les gens
autour de lui, il l'aimait bien, Frontenac, parce qu'il il faisait la fête, il était bon vivant, mais en même temps, il avait l'air d'être un dirigeant qui était assez fort. C'est sûr et certain que sa victoire ou sa défense qu'il a réussi contre les Anglais de la Nouvelle-France, c'était un grand succès et il était reconnu pour ça chez les habitants en Nouvelle-France. Ses difficultés, surtout avec les prêtres, les jésuites, ça continue toute sa vie. Toute sa vie. Ça semble que vraiment, à la fin, il s'est calmé un peu, puis peut-être... avant de mourir, il se prépare comme il faut. Il demande pour le prêtre pour venir pour une dernière... C'est le dernier rite. C'est ça. Alors, à la fin, il se calme, puis il essaie de son mieux que tout soit réglé. Alors, lui, il est mort en décembre, fin de novembre 1698, et il est enterré dans l'église des Récollets à Québec. Ah, ben oui, ben là... En tout cas, très, très, très intéressant. Merci Robert. Encore une fois, très détaillé. Là, il y a eu beaucoup d'informations que même moi, je ne savais pas encore. Puis c'est ça qui est le fun. Même moi. C'est ça qui est le fun avec notre émission. C'est tu nous ressors toujours quelque chose de nouveau. Alors, ça, c'était Frontenac. Avec plaisir. Et pour ceux qui leurs enfants vont à l'école et puis vont apprendre l'histoire de Frontenac, il faudrait bien peut-être mettre une coupe d'addition là-dessus puis de parler un peu du fond de l'histoire. Alors, on va continuer en musique et puis je vais aller chercher JP. JP qui est quelque part à Montréal. Je suis pas trop sûr de quoi il va nous parler cette semaine, mais il m'en a parlé de 2-3 affaires. Je pense qu'il va en choisir une. Moi, j'aime ça, les surprises. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire jouer une petite chanson. Mon jeune, j'aime bien le rap un peu aussi. Alors, j'ai trouvé une chanson par Sniper, ou Sniper, comme on dirait en anglais, mais c'est un Français qui fait du rap un peu forcé. Et puis, bon, ben, on va écouter ça. Ça s'appelle Gravé dans la roche et on vous revient avec JP. Dans ce rap bis, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque c'était en voile beat, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes on veut graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, où c'est que j'en suis dans la vraie vie, oui c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays et vivre des moments forts avec mon crew qui fait entre nous et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de lui qui baroudent ou qui restent postichés au QG entre couilles. Là où je suis dans mon élément, là où j'ai tellement passé de temps à qui fait rien faire. Je suis presque un meuf qu'on peut pas déplacer, comme une encre impossible à effacer, comme un tag à l'acide, comme mon place gravé à la bougie sur les vitres du RER SNIPER avec un putain de lettrage. Approche, écoute, hoche, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. Je suis toujours le même enfoiré, je retourne pas ma teubée. Non, je garde mes principes et mes points d'attache. Je kiffe pas la célébrité, je ramasse juste mon cash. Pour mes points de repère, sinon je suis du père. L'ami Falago, les compères, c'est pépère. Rien à foutre de leur hip-hop jet set. Je profite de la chance que j'échoue pas le quinri, je me prends pas la tête. Je suis pas une vedette et je veux pas en être une. Je suis pas mieux qu'un autre, j'ai pas marché sur la lune. Gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Juste ma plume et mes proches, je me rappelle de nos débuts. 9-7, commencement de l'histoire. Proposition de l'album, on voulait même pas y croire. 30-01, 2001, la machine se met en route. 2003, toujours le kiff, le succès, rien à foutre. Maintenant qu'on est hal, on compte bien y rester. Gravé sur la dalle, aimer ou détester. L'aventure continue et continuera. Inch'Allah, qui vivra verra. Approche, écoute, hoche, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. J'ai presque arrêté le chanvre, fini de rap
et dans ma chambre, tu sais, tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour le reste, c'est idem, du kiff-kiff au final. T'as reconnu la voix que t'aimes, la même signature vocale. Chacal à l'arrache, du hip-hop sans complexe. Tellement gravé dans la roche, j'allume mes clopes au silex. Riche, pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable, qui soigne par pack de 12. Ma belle, y'a pire, bâche-tu à la tâche, respire. La vie est belle, ça s'écrit pas VIH, toujours le même salaud. Dégueulasse, efficace, rapace qui joue le beau, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme mes premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raglis, les mêmes cliniques pressenties. Orti, Zerasum Roti ou Zokiati. Les mêmes histoires d'Alma, Chilo et R. Kelly. De la mort de Biggie, au pont de l'Alma et les Didi. Ici, tu hoches la tête, l'album te met en transe. Sniper gravé dans la roche, on revient choquer la France. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroches. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Je rappe ghetto, ouais je rappe ma vie. On persiste et on lâche pas prise. On vient pour contrôler le réseau. Marqué de mon empreinte sur mon kiosque. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroches. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Bon, je vous rappelle que vous écoutez CKRH, la radio Halifax Métro 98.5. Et sur la ligne avec moi, je pense que j'ai eu JP. JP, est-ce que tu es là? Bonjour, David. Hey! Ça a marché. À chaque fois, là, Oui. à chaque fois que je fais ça avec le téléphone, puis j'essaie de mettre le téléphone dans la console de radio ici, je suis jamais sûr si ça va marcher. Alors, quand j'entends ta voix, je suis tellement content de l'entendre, non seulement parce que c'est toi, mais aussi parce que ça veut dire que le bouton que j'ai poussé, là, il a marché. Une autre expression s'appelle « Ouf, ça a marché ». Alors, JP, qu'est-ce qui se passe? Tu Oui. nous parles de quoi cette semaine? Ah, ben là, cette semaine, là, on va parler un peu de thé. Ah, c'est très français, ça. Oh oui, on parlait de thé, là. Pas de café, pas de boisson énergisante, le thé. Mais le thé, ça peut être très intéressant. Alors, que c'est quoi exactement tu voudrais nous dire sur le thé? Le thé. Bon, en partant, là, c'est quelque chose là que ma mère buvait souvent. Et c'est quelque chose que mes tantes buvaient souvent. Puis mes mononcles buvaient souvent. Alors, tu sais, des fois, là, tu t'aperçois, là, tu t'aperçois des choses que tu fais, mais à travers de quelqu'un d'autre. OK. C'est quelque chose comme tu fais comme des c'est-à-dire habitudes. des habitudes que tu as, des habitudes. OK, c'est normal, tu fais ça. Puis là, quelqu'un vient te voir et dit « Hey, tu fais ça? » Oui. Ah oui, c'est excellent, tu fais ça. Tu te rends pas compte de qu'est-ce que tu fais. OK, ben alors c'est comme une habitude qui est innée, mais que tu as appris, genre, juste en faisant partie, genre, d'une famille ou d'un groupe ou quelque chose de même. Exactement. Il y a plusieurs familles à l'extérieur qui font la même chose aussi, hein. Ils se rendent pas compte des choses, des habitudes qu'ils font. Ben, c'est normal, on n'en parle pas, c'est juste la façon que c'est. OK. Puis, le thé, c'est une chose que ma mère, c'est surtout à travers ma mère que de très jeune âge, ben pas trop jeune, là, mais quand même, elle m'a habitué à ça sans me l'invoquer, sans me l'imposer. OK. Parce que le thé dans ma famille, c'est quelque chose qui était pris pas au sérieux, mais c'était quand même quelque chose qui avait une signification. Alors, explique-moi ça. Mais ma mère est descendante acadienne, alors c'est sûr quand on dit Acadie thé, on dit King Cole. Ah, King Cole, ça vient du Nouveau-Brunswick, non? Oui. Le thé King Cole est assemblé au Nouveau-Brunswick. Il est fabriqué au Nouveau-Brunswick depuis 1910. OK. Hein? Depuis 1910. C'est un peu un reflet de la culture, bon, on va dire britannique, là. C'était le temps de prendre un thé. Mais c'est toute une signification à cause que le thé, c'était quelque chose qui était assez... qui avait une certaine valeur. Okay. On donnait pas à tout le monde. Hein? Oui. On donnait pas à tout le monde. Et c'est aussi un breuvage qu'on faisait pour
quand tu avais de la visite, tu mettais le thé. OK. Hein? Ben oui. Tu avais le monde qui avait que tu mettais le thé. Ou va faire bouillir le thé. C'est ça. C'est une expression qu'on utilisait. Hein? Va faire bouillir le thé. Quand tu y penses, je veux dire, quand tu y penses aussi que le thé, ce que représente le thé, ça a toujours été une grosse représentation de l'Empire britannique, comme même, regarde, les Américains, pendant leur guerre d'indépendance, ils utilisaient le thé comme un symbole, et que même aujourd'hui, dans la politique moderne, on utilise le thé comme le Tea Party, etc., qui est une représentation politique et symbolique. Exactement. Et à fur et à mesure, mais aussi des dernières années, le café a pris une ampleur incroyable là, parmi les gens. Moi, je parle au niveau sociologique, là, où le monde prenait beaucoup. Ils ont remplacé le thé par le café. C'est instantané, c'est vite, c'est rapide, puis surtout dans les chaînes là, comme genre Tim Hortons, là, ça a rendu le produit super ultra populaire. Mais une chose au niveau du thé, c'est que le thé représente pour plusieurs gens encore, là, c'est le thé, ça représente un break dans la journée. Oui, le thé de 4 heures, comme pour les Britanniques, 4 o'clock, c'est l'heure du thé. Oui, low tea, high tea, toutes ces choses-là. Et le thé, c'est plus qu'un breuvage hein, parmi les gens. Okay. C'est aussi un breuvage de réconfort. Okay. C'est aussi un breuvage pour assembler les gens. C'est aussi, on peut dire, un psychologue. Parce que des fois, là, quand on a un gros problème, là, hein, on fait face à un gros problème devant nous. Là, on dit, c'est épouvantable, je ne pourrais pas surmonter ça, qu'est-ce que je vais faire? Certaines personnes disent, bon, on va arrêter, on recule un peu, on va faire bouillir le thé, on va consommer un thé avec quelqu'un, puis là, ils ont le temps de réfléchir, le temps de ralentir. Puis là, les problèmes là, ils prennent moins d'ampleur. Là. Les problèmes, il y a de la plus résolable que n'importe quoi. Là. Alors, le thé, ça permet aux gens de prendre une petite pause, comme on disait tantôt, prendre une petite pause dans la journée et réfléchir. Hein. Ben oui. C'est un rituel. Et puis aussi, il y a la tradition des maisons de thé. Je sais pas, moi, j'ai jamais vraiment vu des maisons de thé à Montréal, mais je sais qu'ici, il y en a à Halifax, il y en a à Ardmore, et puis il y en a à Cap-Breton, et puis il y en a... Mais à Montréal, j'ai jamais vraiment vu une maison de thé, mais je suis sûr qu'il y en a. Et puis, évidemment, ça a une connotation complètement différente du café, où ce que le café, c'est plus go, on prend ça pour se réveiller puis aller travailler. Tu dis que le thé, c'est vu un peu plus on prend une petite pause dans la journée, on va s'asseoir, on va boire le thé, puis on prend notre temps. Oui, exactement. Mais justement, moi, à l'époque, quand j'habitais à Halifax, j'allais justement dans le centre-ville de Dartmouth. Il y avait une maison spécialité de thé qui s'appelait Queen of Cups. OK. C'était bien simple, c'était bien simple, une petite maison, une entreprise, tu rentrais là, l'hôtesse arrivait avec plusieurs, parce que il y avait plusieurs thés qu'on pouvait te servir, il y en avait plusieurs senteurs odeurs, tu pouvais les sentir les thés avant de les consommer. Oui. Et surtout avec les petits scones, les petites tartelettes au citron, puis il y avait même des petits sandwichs pas de croûte, hein? Les sandwichs pas de croûte. Alors, toi, les thés que t'aimes, là, c'est quoi, par exemple? Si toi, moi, j'aime bien, tout le monde sait le Orange Pekoe comme le King Cole, etc. Moi, j'aime bien le Earl Grey, le English Breakfast. Mais moi, j'ai jamais su d'où ça vient, tous ces noms-là de thé, etc. Mais toi, si tu t'assis, JP, là, raconte-moi ton rituel de thé. C'est quoi? Tu mets-tu le lait en premier? Tu mets le lait en deuxième? Je sais que ça devient important. Puis il y en a qui mettent même pas de lait. Il y en a qui mettent du citron dedans. Moi, c'est juste lait et sucre. Je prends mon thé comme je prends mon café. Mais ça peut évidemment être énorme comme choix là, qu'on a. Le thé, des fois, t'as des centaines de différentes variétés de thé. Alors, comment tu t'y prends, toi? Mais moi, personnellement, je le prends en plein. Avec rien. Moi, non, c'est la manière que j'ai été appris. Tu prends le thé, moi je le prends en noir. Aussi simple que ça. T'es un puriste. Ouais, moi c'est le goût que j'aime bien, là. Moi, le mettre du lait ou de la crème ou du sucre, pour moi, ça m'intéresse pas. Mais pour plusieurs, c'est le lait ou la crème qui fait la différence. À l'époque, là, quand on commençait au début du siècle, tout ça, quand je reviens au thé King Cole, là, on le servait noir. Et le thé King Cole, si on voulait avoir un peu de lait, mais le lait
qui venaient des vaches était surtout réservé pour les enfants. Alors, quand le Lake Carnation est arrivé en canne, là, les cannes, mais oui. Le fameux Lake Carnation en canne. Oh! Ça a changé le jeu, là. On mettait le Lake Carnation dans le thé, puis on y va par là. Puis on accompagnait le thé avec soit un petit biscuit ou une petite tartelette, mais c'est tout, hein. Mais le Lake Carnation, là, ça a vraiment joué un jeu... c'est vraiment devenu un incontournable quand on prenait le thé King Cole. Avec aussi... parce que le lait, tout ça, comme je disais, c'était réservé pour les enfants. Ouais. Alors, même là, quand les gens venaient à la maison, hein, des fois, les gens ne pouvaient pas se permettre de servir le thé à tout le monde qui voulait. Alors, des fois, ils utilisaient des petits codes, hein. La mère de la maison là, était assise, bon, par exemple, dans un fauteuil, une berceuse sous. Puis là, elle se berçait, puis là, tout d'un coup, quand le monde arrivait, puis là, la patriarche de la famille, elle commençait à chanter une chanson, là, n'importe quelle chanson qui avait un petit code dedans. Alors, quand elle disait « Marie, Marie », elle chantait quelque chose de même. Là, elle savait que la sœur ou la belle-fille ou la fille de l'hôtesse, quand elle entendait ça, c'était le temps de mettre le thé. Ah, c'était un code pour mettre le thé. C'était un code, hein? C'était un code, hein? Puis si elle chantait pas ça, personne n'avait de thé. Rien. Alors, c'est... mais dans tout ça, là, ça a évoqué des mémoires de ma part, là, surtout de ma mère puis ma grand-mère. J'ai vu un petit court-métrage sur l'ONF. Ça s'appelait Infusion. Vous pouvez vérifier vous autres même aussi, hein. Ça s'appelle Infusion. C'est un court-métrage d'Amélie Gosselin. Puis là-dedans, il en parle justement de toutes les choses, le rituel du thé, tout ça. Mais il parle même de lecture de thé. Hein? Ceux qui peuvent voir l'avenir dans le thé. Là. C'est intéressant, c'était intéressant. Bon. Puis là, à travers ça, c'est ça qui m'a évoqué, comme quoi que, aïe, c'est ça que je fais. Hey, c'est des choses remarquables. Je pensais que j'étais tout seul au monde. Okay. Je faisais des choses de même. Ben, des Exactement. fois, on pense tout ça, hein? Mais c'est le même, hein, pour plusieurs choses. Alors, okay. Mais là-dedans, là, il y a une petite anecdote à la fin, là. Dans le court-métrage, là, c'est que il y a deux madames qui parlent ensemble, là, puis ça m'a fait bien rigoler, là. Ils disent une madame, ils sont assez âgés, là, je veux pas dire leur âge, là, ils disent pas leur âge, mais une madame qui dit alors maintenant, là, je trouve que tu avais goûté le thé, là, mais pas en séché, mais un thé l'infusion, loose tea, okay, là. Okay, ouais, c'est ça. Et elle dit ça a meilleur goût. Hein? Le thé en feuille, je vais acheter ça, mais maintenant, dorénavant, là, ça a plus de goût. Et l'autre madame dit, ouais, c'est vrai, il y a eu un meilleur goût, ça n'a pas le goût de la poche. Ah. OK, JP, on va se laisser là-dessus. C'est ça, là. Hein? Ouais. OK. Alors, on va te laisser là-dessus. Infusion au NFB. Alors, s'il y en a qui veulent s'intéresser. Amélie Gosselin. Elle a fait un bon reportage là-dessus. Là, je sais que toi, tu m'avais demandé la semaine pour une demande spéciale. Et puis là, j'ai fait jouer Sniper gravé dans la roche. Tant qu'à faire, on va jouer une autre chanson un peu hip-hop. Et tu as voulu entendre Caroline de MC Solar. Alors, je t'ai cueé ça, JP, juste pour toi. On va écouter Caroline de MC Solar. Puis on se reprend la semaine prochaine. Merci beaucoup. Très fort intéressant sur le thé. En fait, quoi qui est intéressant parce que le thé, c'est partout. Hein? Tout le monde compte. C'est pas besoin d'être culturel. Chaque culture a leur tradition de thé. Et ici, surtout, on suit la culture britannique. Alors, merci beaucoup, JP. Et puis, la semaine prochaine, on se revoit la semaine prochaine? Ah oui, définitivement. All right. Alors, bonne semaine. Toi aussi. Vous aussi. Et à tous nos auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté La Patrie sur Radio Halifax Métro au 98.5. Je vous laisse avec MC Solar et Caroline. Et j'espère que vous passez une très bonne semaine. Merci et au revoir.
Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, Tcherno débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensée. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs, je t'ai offert. Moi j'écoute 98.5 FM. CKRH, le son acadien et francophone. Radio Halifax Métro, CKRH 98,5. Écoutez en direct www.ckrhfm.ca. CKRH, au rythme de la francophonie. D'est en ouest, du nord au sud, dans 9 provinces et 2 territoires, à travers la francophonie canadienne. Nous sommes RFA, le réseau francophone d'Amérique.